et se rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue chers auditeurs de la RPA au magazine Humura Burundi de ce 25 avril 2020 et sans tarder les principaux titres. La CENI feint de rappeler à l'ordre son patron, le parti CNDD-FDD, pour avoir lancé la campagne avant le coup d'envoi. Le président de la CENI l'a déclaré ce samedi au cours d'une conférence de presse. La CVR s'est écartée de ses missions premières et est devenue un instrument du pouvoir pour travertir la vérité et de revanche politique. Conclusion d'une étude commandée par le CAVIB. Le mini-magazine au cœur de la société vous parle des inondations qui ont causé de nombreux dégâts dans différentes localités du pays ces derniers jours. Et voilà pour le sommaire. À la présentation, Trésor Nyongabo et Steve Nyongeko assurent la mise en onde. Trois nouveaux cas du Covid-19 déclarés ce samedi par le ministère de la Santé publique. Des cas qui s'ajoutent aux 12 autres testés positifs depuis l'apparition de cette pandémie au Burundi. Au total, il s'agit de 15 cas dont un décès. Place maintenant à une brève aperçu du Covid-19 dans le monde avec Walter Kwizera. En Afrique de l'Est, le président Uhuru Kenyatta du Kenya a annoncé aujourd'hui que dans son pays, il y a eu 7 nouveaux cas de la pandémie coronavirus. Il a profité de cette occasion pour communiquer que 6 villes de son pays vont poursuivre le confinement pendant 21 jours. Parmi ces villes figurent Nairobi et Mombasa. Ce vendredi soir, le communiqué du ministère de la Santé de la République du Rwanda a annoncé 22 nouveaux cas testés positifs au Covid-19. Ce même vendredi, le ministre de la Santé ougandais a fait savoir qu'un nouveau cas de coronavirus avait été diagnostiqué, ce qui ramène le nombre des porteurs de ce virus à 75 personnes. Au niveau mondial, selon Worldometer, jusqu'à 16h30, les porteurs du coronavirus s'élevaient à 2 855 699. Selon les mêmes sources, les victimes de ce virus sont 198 532. Par ailleurs, selon Worldometer, 815 891 personnes qui avaient été testées positives sont déjà guéries. Comme l'indique toujours Worldometer, 3% de ces malades, c'est-à-dire 58 304, sont dans un état critique. Merci à Walter Kwizera. Gaston Sindimo doit récolter ce qu'il a sémé en acceptant la mission du CNDD-FDD de diviser le parti UPRONA. Réaction de Charles Nditije, président de l'UPRONA, elle non reconnue par le gouvernement du Burundi. Les propos de Gaston Sindimo ne doivent en aucun cas distraire les membres du parti UPRONA, conseille Charles Nditije. Nous avons effectivement entendu M. Gaston Sindimo gémir et pleurer par rapport à ce qui lui est arrivé, mais pour nous, c'est un non-événement. Nous n'accordons aucune importance, aucun crédit à ces propos, ni d'ailleurs à ceux de M. Mbayahaga, parce que vous devez comprendre que c'est cela la récompense des traîtres. Et je suis tenté de lui poser la question, savoir si à un seul instant, il a pensé que quand il a usurpé la direction du parti PRONA avec l'élection du CNDD-FDD, est-ce qu'il pensait que c'était parce qu'on l'aimait ou c'est parce qu'on en faisait un instrument pour détruire le parti PRONA, parce que à cette époque-là, CNDD-FDD avait peur de la direction de l'époque, parce qu'il y avait beaucoup de litiges, d'exemple, des dossiers brûlants comme ces deux commissions, tel autre bien, la commission vérité et réconciliation qui a été mise en place de manière irrégulière, non conforme à ce qui était prescrit par l'accord d'Arusha. L'autre question que on pourrait poser à M. Sindimo, est-ce que quand il s'est fait nommer premier vice-président, est-ce que la Constitution a été respectée? Dit non, parce que c'était les dissidents n'avaient même pas reçu 5% aux législatives qui sont exigées pour participer au gouvernement. Je crois qu'il devrait tirer la leçon qui s'impose, Bayahaga aussi, parce que aujourd'hui, on n'a plus besoin de lui. Il a été un premier vice-président. Il n'avait de rôle que d'être là, jouer des missions subalternes. Il se contentait de
ça, des avantages par-ci par-là, mais il n'a jamais eu de pouvoir réel. D'ailleurs, il en était incapable. Et maintenant, pour nous, le conflit entre Mbayahaga et Gaston, c'est un conflit d'intérêts, bassement égoïste. Et cela ne devrait en aucun distraire les Badasigana. Ce sont des gens qui n'ont plus rien à voir avec l'idéologie du parti prenant. Charles Nditidje s'est exprimé au micro de notre confrère Emmanuel Ndaïchimiye. La Commission électorale nationale indépendante accuse le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, d'avoir lancé la campagne électorale avant le coup d'envoi. Dans une conférence de presse animée ce samedi, Pierre Claver Kadzihise, président de la CENI, a également déclaré que l'ouverture de la campagne électorale pour le prochain scrutin est fixée pour ce lundi. À cette occasion, Pierre Claver Kadzihise a recommandé aux jeunes affiliés aux différents partis politiques de ne pas se laisser emporter par l'excès de zèle afin d'éviter de commettre des forfaits. Onésime de Shimagidze pour plus de détails. Dans plusieurs localités du pays et surtout sur les principaux axes qui relient les chefs-lieux des provinces, des pancartes arborant le candidat du parti CNDD-FDD Évariste Ndayishimiye sont en cours d'érection depuis quelques jours. Sur ces pancartes, il y a des propos propagandistes appelant à voter pour ce candidat. Le président de la CENI a reconnu dans une conférence de presse qu'il n'était pas encore temps de commencer les campagnes sur terrain. Il y a d'abord la campagne électorale qui est ouverte à partir du 27 avril qui va durer jusqu'au 17 mai. Et les activités de campagne ont lieu à partir de 6 heures du matin jusqu'à 18 heures le soir. En dehors de ces heures-là, la campagne est interdite. Sur ces manquements de campagne électorale précoce, Pierre Claver Kadzihise a fait savoir qu'un loi électorale prévoit une amende allant de 800 000 francs burundais à 4 millions. Est passible d'une amende de 800 000 à 4 millions de francs burundais, toute propagande électorale en dehors de la durée légale de la campagne électorale. Tout propos diffamatoire ou injurieux à l'encontre des autres candidats, toute apposition d'affiches en dehors des emplacements réservés à l'affichage, l'utilisation de panneaux d'affichage dans un but autre que la présentation et la défense d'une candidature ou d'un programme, la destruction d'affichages régulièrement apposés, l'utilisation pendant la campagne de tout procédé par voie de presse en vue d'influencer le vote. Concernant les jeunes affiliés aux partis politiques qui se méconduisent par les périodes électorales, le président de la CENI appelle aux responsables des partis politiques de leur prodiguer des conseils pour prévenir les affrontements. Nous devrions particulièrement recommander aux partis politiques de conseiller les plus jeunes de leurs militants de pouvoir le faire, mais en respectant la réglementation, notamment le respect d'autrui. Il ne faut pas que leur militantisme dépasse les bornes. Dans cette conférence de presse, Pierre Claver Kadzihise a rappelé ceux qui utilisent les biens publics comme les voitures pour mener des campagnes électorales que des sanctions sont prévues. Merci à Onésime Dushimagidze. 6 ans après sa mise en place, la CVR a été non seulement incompétente vis-à-vis de ses missions, mais aussi elle a été vite instrumentalisée par le pouvoir en place. C'est en substance le contenu d'une étude commandée par le CAVIB intitulée « Les mécanismes de la justice au Burundi ». Dans cette étude réalisée par Maître Emmanuel Ngengurutse, quelques éléments donnent de la lumière sur cette incompétence et cette instrumentalisation. Les détails avec Vicky Chris Ninherit. Prévu pour mise en place durant la période de la transition, la Commission Vérité et Réconciliation CVR n'a pas vu le jour à cette époque. À l'époque, quelques initiatives ont été menées avec les pressions réciproques des partis en présence. Il y avait un engagement de rebâtir une société des valeurs partagées pour aboutir à une justice équitable pour tous. Cet espoir s'ébranle vite avec l'arrivée au pouvoir du CNDD-FDD en 2005. Selon cette étude, le pouvoir a méthodiquement et subitement éliminé toute force de l'opposition et au besoin par la force pour rester seul dans la mise en place de la CVR. Il impose sa conception et sa vision autoritaire du pouvoir et partant de la CVR. Ainsi, la justice est en son image. En somme, la mise en place de la CVR revêt donc un caractère exclusif. Dans ce contexte, la recherche de la vérité a été reléguée au second plan au profit du pardon qui est similaire à la réconciliation, si du moins on en croit l'esprit des commissaires de la CVR et de leurs maîtres, souligne cette étude. Un autre élément qui milite au manquement de la CVR, c'est surtout le contexte environnemental et la volonté du leadership politique qui fait la justice.
Selon l'étude, on ne peut pas attendre de la vérité et de la justice dans un environnement politique et sécuritaire tel que celui qui prévaut au Burundi depuis la mise en place de la CVR en 2014. Depuis lors, le Burundi baigne dans une crise socio-politico-sécuritaire sans nom. Pareille situation ne semble guère laisser de possibilités suffisantes pour mener à bien des enquêtes sérieuses. De plus, c'est une période durant laquelle le leadership est accusé de tyrannie arbitraire, d'où la crise de confiance en CVR. Le troisième élément est celui lié à la culture et de l'impunité qui prévaut au Burundi. Les crimes et leurs auteurs, qui sont recrutés parmi les proches, les commanditaires et les exécutants du pouvoir, restent impunis. Ainsi donc apparaît le quatrième élément, selon lequel qui juge qui, les juges étant criminels d'hier et d'aujourd'hui jadis. Selon cette étude, le criminel ne peut en aucun cas rechercher la vérité sur des violences commises par lui-même. Ce sont ces quatre éléments combinés qui expliquent la plus grande préoccupation du pouvoir pour instrumentaliser la CVR et qui poussent à comprendre la mutation récente de cette commission vers un instrument d'autres avertissements de la vérité et de la revanche politique. En témoignent les dernières œuvres de la CVR rendues publiques et qui ont prouvé qu'elle est instrumentalisée par le pouvoir pour des fins de propagande électoraliste tournée vers les divisions et les rivalités ethniques. C'est son nouveau rôle de travertissement de la vérité et de revanche politique qui achève le crédit de la CVR et la disqualifie de sa qualité de mécanisme de justice transitionnelle, conclut cette étude. Vicky Chris Ninheretse. Nul n'a le droit d'empêcher un défenseur des droits humains d'accéder à une information ou à une source d'information. Déclaration d'Enchère Nikoya Guidze, président de la Ligue Iteka. Ce dernier démontre que le travail des défenseurs des droits de l'homme est devenu un travail à haut risque et encore rapporté sur les droits humains étant au Burundi est devenu une aventure périlleuse. Il s'agit du 5e message lancé dans le cadre de la continuité de la campagne sur la légitimité du travail des défenseurs des droits humains, initiée par la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle. Suivez à ce propos Enchère Nikoya Guidze, président de la Ligue Iteka. Selon le prescrit de l'article 6 de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits humains, dans son premier alinéa, chacun a le droit individuellement ou en association avec d'autres de détenir, rechercher, obtenir, recevoir et conserver des informations sur tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales, en ayant notamment accès à l'information quant à la manière dont il est donné effet à ces droits et libertés dans le système législatif, judiciaire ou administratif national. Au Burundi comme ailleurs, la source d'information du défenseur des droits de l'homme est la victime ou les témoins de violations des droits humains, dont agents publics préposés à la protection des citoyens, administratifs, policiers, prisons, bref, les institutions de l'État. Selon le premier alinéa cité, nul n'a droit d'empêcher un défenseur de droits humains d'accéder à l'information ou à une source d'information. Le second alinéa du même article 6 garantit aux défenseurs le droit de publier et de communiquer librement à autrui les informations sur le droit de l'homme. À qui le défenseur communique les informations correctes? Premièrement, au gouvernement, le premier garant et premier comptable de la protection des droits et libertés des citoyens. Deuxièmement, à l'intention des citoyens pour éveiller leur niveau de vigilance. Et enfin, troisièmement, aux organes internationaux de traité dont le Burundi est membre afin qu'ils puissent appuyer le gouvernement dans la mise en application des traités et conventions dûment ratifiés par l'État du Burundi. Dans notre pays, les bourreaux agissent en totale impunité. Les défenseurs des droits humains, les journalistes et même les médecins ont du mal à accéder aux informations relatives aux violations. La prise de photos et de sons est devenue un crime passable de prison et des journalistes sont régulièrement harcelés. Bref, accéder aux informations est devenu un travail à haut risque et rapporter sur les droits humains au Burundi est devenu une aventure périlleuse. C'était Enchère Nikoya Guidze, le président de la Ligue Iteka. Une courte pause et poursuivons avec ce journal. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi.
Maintenir des systèmes de santé solides et continuer à fournir des services de santé essentiels aux usagers constitue le message de la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, une journée célébrée le 25 avril de chaque année. Le point avec Eloge Divin Remesha. Dans son message, la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique demande aux pays africains d'allouer des ressources, d'œuvrer de façon multisectorielle et de renforcer la collaboration transfrontalière pour lutter contre le paludisme. Pour elle, avec un financement nécessaire, une coordination solide, des partenaires dévoués et la collaboration des communautés, l'Afrique peut parvenir à se défaire du paludisme. Cette maladie représente une menace pour les groupes les plus pauvres et les plus vulnérables, rappelle Matshidiso Moeti. Dr Matshidiso Moeti indique dans son message qu'il est nécessaire de lutter contre cette maladie. Cela, précise-t-elle, malgré l'incapacité des pays africains pour arriver à l'objectif de 0 cas de malaria en Afrique en l'an 2025. Dans le cadre des objectifs de développement durable, les pays ont pris l'engagement de mettre fin à l'épidémie de paludisme d'ici l'an 2030. L'initiative E 2020 pour l'élimination du paludisme a été lancée en 2017. Cette action est louable. Dr Matshidiso Moeti dit que les pays africains sont loin de l'objectif fixé pour 2020, à savoir réduire jusqu'à 40% l'incidence du paludisme et la mortalité liée à cette maladie. Cette cadre de l'OMS ajoute qu'il faut redoubler d'efforts pour parvenir à une réduction de 75% d'ici 2025. La charge est due au paludisme. Elle trouve qu'un engagement politique plus ferme, des investissements accélérés et plus d'innovation dans la lutte contre le paludisme s'avère nécessaire de toute urgence pour y parvenir. Les pays africains ont accompli des progrès considérables dans la lutte contre le paludisme et l'Algérie a été certifiée exempte de paludisme en 2019. Cependant, selon toujours Dr Matshidiso Moeti, la région africaine de l'OMS comptait encore 213 millions de cas de paludisme en 2018. Chaque année, plus de 400 000 personnes meurent des suites du paludisme et 94% de ces décès surviennent dans la région africaine. Les enfants de moins de 5 ans constituent le groupe le plus vulnérable et représentent 67% des décès. Dr Matshidiso Moeti déclare qu'il y a une année que des essais pilotes du premier vaccin anti-paludisme mondial, RTSS, étaient effectués au Ghana, au Kenya et au Malawi. À ce jour, ce vaccin a été administré à 275 000 enfants. Le thème retenu pour la journée mondiale contre le paludisme en cette date est « Zéro palu, je m'engage ». Merci aussi à Eloge Divin Remesha. 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent 187 jours d'incarcération à la prison centrale de Bubanza. Ils ont été arrêtés le 22 octobre 2019 au moment où ils s'étaient rendus en commune Musigati pour enquêter sur les combats qui opposaient les forces régulières et des groupes armés. Le tribunal de grande instance de Bubanza les a condamnés d'une peine de 2 ans et 6 mois de prison et d'une amende d'1 million chacun. Accusés au départ de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, ils ont vu l'infraction à leur charge modifiée dans le jugement de la TGI Bubanza. Ils ont été condamnés pour tentative impossible de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. La défense de ces journalistes a interjeté appel vers la fin du mois de février devant la cour d'appel de Nahangwa. Si rien ne change, l'audience est prévue au début du mois de mai prochain. Les associations des défenseurs des droits humains, nationales et internationales, ne cessent de plaider pour la libération de ces journalistes qui, selon elles, ne sont victimes que de leur métier. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a apporté ce samedi une assistance constituée de 14 tonnes de riz aux sinistrés des inondations en zone Gatumba de la province de Bujumbura. Suivez Deogide Rurema, ministre burundais de l'Agriculture et de l'Élevage. Dans l'évaluation que nous venons de faire très récemment, nous avons vu que de 2015 à 2020, la production a doublé, presque pour toutes les cultures, et a tendance aussi de tripler pour certaines cultures comme le riz. Et cela est dû à plusieurs facteurs. Le premier facteur principal, c'est l'utilisation des semences sélectionnées et améliorées, qui donne une production beaucoup plus grande au niveau de la population. Et pour ce qui nous concerne, pour le riz, nous sommes passés d'une tonne et demie
à 3 tonnes d'arbres passés comme moyenne. Et cela, c'est un témoignage d'un bon rapport de recherche et développement et qui cherche à trouver des solutions auprès de la population. Et nous sommes fiers de recevoir ces 14 tonnes de riz que nous allons donner immédiatement au ministère en charge de la solidarité et le ministère en charge de la solidarité, tout pour le bien du paysan. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a octroyé cette aide via le ministère de la Solidarité nationale. Nous détenons cet élément sonore de la radio Isanganiro. Et pour clore ce magazine, le mini-magazine au cœur de la société de ce 25 avril se focalise sur les inondations signalées dans plusieurs coins du pays ces derniers jours. Ce mini-magazine de la synergie des médias vous est présenté par Bertrand Ngendakurio. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Les pluies torrentielles qui sont abattues sur 5 quartiers de la zone Gatumba, en commune de Mutimbuzi de la province de Bujumbura depuis le week-end dernier, ont détruit plus de 1000 ménages. Suite au débordement de la rivière Rusizi, cette dernière a emporté plus de 1500 hectares de champs, causant ainsi le déplacement de 27 972 personnes, dont 22 122 enfants. Ces victimes seraient-elles dans quelle situation aujourd'hui? Que faut-il faire et par qui pour la prévention de ces catastrophes dans cette localité? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans son mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 25 avril 2020. Bertrand Ngendakurio, je vous le présente. Bienvenue. Depuis lundi de cette semaine, certains déplacés dorment toujours à la Belle Étoile le long de la route Bujumbura-Gatumba et d'autres tentent toujours d'installer des abris. Le constat avec Vicky Chris, l'inérité de la radio publique africaine. Ces habitants de Gatumba mènent une vie difficile. Les uns sont allés demander abri dans les écoles, dont l'école fondamentale d'Okigende et l'école fondamentale se trouvant sur la colline Gaharawe. D'autres sont dans les églises, notamment l'église Minevame de Gatumba, l'église armée du salut de Gatumba, l'église catholique dit Chewuyengero et à la mosquée. D'autres encore ont demandé refuge dans les maisons en cours de construction se trouvant dans la localité de Ruhagarika. Enfin, ceux de la partie communément appelée Maison Verte attendent la tombée de la nuit pour aller dormir sur la route Bujumbura-Gatumba. Depuis la rentrée scolaire ce lundi, ceux qui sont hébergés dans les salles de classe éprouvent beaucoup de difficultés. Beaucoup de gens se sont réfugiés dans les salles de classe d'Okigende. Pendant les cours, ces victimes des inondations font sortir tous leurs effets pour les mettre dans une petite tente construite à côté des salles de classe. À la fin des cours, ils retournent avec leurs effets dans les classes. Pour ceux qui se trouvent dans les églises, ils conservent leur matériel dans les églises. On ne sait pas comment ça va se passer dimanche prochain. En plus de ce manque d'abri, ces habitants de la zone Gatumba font face également à la famine. Ils demandent au gouvernement et aux organisations des bienfaiteurs de leur venir en aide. Côté Croix-Rouge, il faut savoir qu'ils continuent à recenser toutes les victimes de ces inondations et à pulvériser dans les ménages. Mardi de cette semaine, le ministre de la Sécurité publique, Alain Guillaume Bougnoni, a remis à ses sinistrés une aide alimentaire constituée d'eau biscuits et du lait pour les enfants. Ce samedi également, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a assisté ses déplacés par une aide alimentaire de 14 tonnes de riz. Mais pour l'ingénieur Mélance Daikeza, le gouvernement devrait faire des projections à long terme pour mettre à l'abri cette population à risque. Suivez-les, il s'est entretenu avec Thierry Biglindavi de la télévision Renaissance. Ces quartiers sont inhabitables, donc ils seront toujours exposés à ces inondations. Comme remède, ce que je proposerai, puisque l'urgence est là, ça revient au ministère
en charge de la gestion des catastrophes naturelles de trouver immédiatement un endroit où loger la population sans abri du fait de ces inondations et planifier à délocaliser un peu plus tard les habitants de ces localités car ces populations sont exposées du jour au jour à ces catastrophes naturelles. Ces inondations se font parler également chez les riverains du lac Tanganyika. Depuis le début de cette année, les eaux du lac Tanganyika ne cessent de monter. Aujourd'hui, des maisons d'habitation, des rues, des salles de réception, des bars, des plages de détente sont inondées. Dans une interview accordée au journal Iwachu, Albert Monerane, environnementaliste, désigne l'État comme le premier responsable de ces inondations, car c'est lui qui a l'autorité de veiller au respect des textes et de lois. Albert Monerane craint que ça ne soit qu'un simple avertissement du lac. Il rappelle que, pour le lac, la zone tampon est d'au moins 150 mètres. Et voilà, chers auditeurs, c'est cette lecture de l'environnementaliste Albert Monerane qui met un point final à notre mini-magazine d'aujourd'hui. Merci pour votre écoute. À samedi prochain. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à Bertrand Gendakoulio pour ce mini-magazine Au cœur de la société. Et c'est par ici, chers auditeurs de la RPA, que nous bouclons ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. À la présentation, vous étiez avec Trésor Nyongabo et Steve Nyongeko à la manette. Passez une excellente soirée partout où vous êtes. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.